Ok. On va commencer tranquillement. Hop là, on reprend le debug de la dernière fois. Cette fois-ci, on va essayer de faire les choses proprement. Je me suis rendu compte après coup qu'il y avait un petit problème avec le son. Vous m'entendez ou pas? S'il y a des gens sur le stream. Hop là, sport. On s'en était arrêté où la dernière fois? Je peux me trouver comme ça. Pas grave, on va faire appel aux bonnes vieilles techniques de merde. Alors, autre chaîne. Ok, alors on va essayer de mettre le son. Créer une nouvelle source. Je suis sur quoi là? Entrée plus AG audio. Ok, donc normalement, attendez, on va faire un test, ça va être dégueulasse. Et bienvenue sur le let's play sur City Skyline. Alors, il y a quoi comme map sympa dégueulasse? Et bienvenue sur le let's play sur... Ok, je suis désolé pour le reverb qui va potentiellement y avoir dans quelques secondes. Alors. Ok, donc où est-ce qu'on s'en était arrêté? Au moins 2 vagues, voire 3, je crois. Il faut bien piller son... Non, ça ne contredirait pas par... On en était 35... Alors, on va reprendre à 35 minutes de la merde. Hein. Putain, mais je m'en bats les coups de leur newsletter. Le merde. Je vais chercher une souris, peut-être. Plus pratique. Une souris, hein. Bon, j'ai mon chargeur, il me faut une souris. Ah, hop là. Putain, la régie, elle est pas compétente ici. Hein. C'est un truc de fou. Hop là. Alors, elle est où la merdouille? Donc on a dit qu'on reprenait à 35 minutes de cette cochonnerie. Ok, oui, on va se faire vacciner. Hein. Et ah oui, il n'y a même c'est plus vrai. besoin de taper fort en fait. Avec Fouché qui est en train d'essayer de faire flipper le monde en racontant sa merde. D'autres techniques, donc ça c'est l'idée du traumatisme pour pouvoir rentrer dans le cerveau de quelqu'un. Attendez, je vais être sûr de ce qui est lui. Voilà, vous voyez le montage d'une blague en live. Attendez, merde, attends. Bon, tant pis. Bon. Il faut que nous comprenions tous que nous sommes partis avec une vision de moyen et de long terme avec ce virus. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement septembre 2020 qui est en jeu, c'est l'ensemble de l'hiver 2020, c'est le printemps 2021. Ça va durer ? Ça va durer, ça va durer. Je me demande sur quoi il se base pour... Voilà. C'est quoi? On va voir sur quoi il se base. Alors, grippe espagnole. Alors, on va prendre Wikipédia. C'est la source de base. Donc avant de raconter de la merde, il faudrait lire ça. Mars 1918, début de la pandémie de grippe espagnole. Début de la pandémie de grippe espagnole.
quelques derniers cas sporadiques en Nouvelle-Calédonie en juillet 1921, donc 3 ans. Plus de 3 ans même. Donc si on peut clairement dire qu'on a une pandémie comme le Covid, à ce moment-là de la pandémie, on peut se dire que ça pourrait ressembler en termes de durée à la grippe espagnole. On se base sur quelque chose, on se base sur des faits qui remontent à un siècle, certes, mais on se base quand même sur des faits qui sont pas si idiots que ça à bien les regarder. Pouvoir énoncer avec certitude une affirmation pareille. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que l'intervention de Delfrécy chez Bourdin, elle avait été coupée. Alors attendez. Dupliquer, elles sont où déjà leurs sources? On va voir toutes les sources. Nous disions 35 minutes. Hein. Hop là. L'épidémie va durer. Hop là. Je veux pas m'inscrire à ta merde là. Voyez plus grand. Oh la pute de merde, je suis désolé les gars. Nouveau Renault Trafic à partir de 199 € par mois. Venez découvrir toute notre gamme d'utilitaires pendant les jours Pro Plus du 20 au 30 juin. Jean-François Delfrécy, bonjour. Bonjour. Président du Conseil scientifique. Jean-François Delfrécy, un chiffre ce matin, il est tombé, on va le commenter rapidement, vous allez le commenter. 4,5% des Français ont développé des anticorps contre le Covid-19. Je le dis, le chiffre vient de tomber, il est de l'INSERM. C'est beaucoup, c'est peu, ça vous surprend ? Non, c'est peu, ça ne nous surprend pas, on connaissait déjà ces chiffres, il y a eu plusieurs enquêtes, c'est vrai en France, c'est vrai en Europe en général. Ça veut dire que lors de la première vague, il y a eu seulement une fraction minoritaire de la population française qui a été en contact avec le Covid et qui a développé des anticorps. Ça veut dire que le chiffre est un peu plus élevé dans certaines régions de France, et en particulier en région parisienne, où on atteint plutôt 11 à 12%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'immunité en population, elle est relativement faible. On estime que pour faire un barrage, je dirais, à l'arrivée du virus, il faudrait atteindre des chiffres autour de 50 à 60%. Alors peut-être c'est moins, parce qu'il y a d'autres mécanismes immunitaires qui entrent en compte. Bon, ça veut dire qu'on est loin du compte. C'est possible ? Oui, Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Il y a un très bon exemple, si je peux dire. C'est ce qui s'est passé sur le porte-avions Charles de Gaulle. Oui. Où ils ont finalement, mais c'était des jeunes marins, des jeunes pilotes. Et puis c'était un lieu clos. C'était un lieu clos, ils se croisaient, c'était bouclé. Ils ont atteint 59%. 59%. Bien, si on laisse la population vivre sans gestes barrières particuliers, comme l'a choisi de le faire la Suède, est-ce qu'on peut atteindre cette immunité collective ? La réponse est on va le faire, mais très lentement. L'exemple de la Suède est un très bon exemple, ou mauvais exemple. Ils ont essayé de le faire, ils ont finalement une immunité en population qui est de l'ordre de 11 à 12%, c'est-à-dire assez proche. Donc guère plus que le modèle français. Et dans le même temps, pour faire ça, ils ont laissé le virus circuler. Et donc, et c'est la grande question actuelle, il y a une sorte de porosité entre la population jeune qui va vivre avec le virus, et puis une population plus âgée qui, elle, est à risque de faire des formes graves. Et en Suède, le nombre de formes graves rapporté à 100 000 habitants, la mortalité, elle est beaucoup plus importante qu'en France. Jean-François Delfrécy, ça veut dire qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est cette porosité entre les jeunes
et les plus âgés qui sont les plus vulnérables. C'est exactement ça. C'est un choix qui est un choix Oui. à la fois sanitaire d'un côté, c'est un choix Oui. éthique aussi. Éthique. C'est un choix. Je rappelle que vous avez été président du Conseil national d'éthique. Oui, totalement. Et c'est un choix qui est également, je dirais, sociétal. C'est pour ça que le comité scientifique souhaitait qu'il y ait depuis longtemps la mise en place d'une réflexion d'un comité qui réfléchisse au niveau de la société civile. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on ne peut pas laisser le virus totalement libre circuler dans la population jeune parce que il va y avoir une contamination de la population la plus âgée. La situation sanitaire continue-t-elle à se dégrader ? Écoutez, j'avais donné un signal d'alerte qui avait interpellé tout le monde début septembre. Oui, je vais revenir. Alors attendez, je vais revenir sur ce que vous avez dit début septembre. 11 septembre, il faut tout faire pour éviter un confinement généralisé. Il est important que le politique se réengage très fortement contre le virus. Aggravation de la situation. Le 22 septembre, vous répétez cet avertissement. Il apparaît urgent d'agir pour ralentir la circulation du virus. Oui, c'est notre rôle. Vous savez, Oui. c'est pas moi, c'est le conseil scientifique. Oui. Hein. Oui. Notre rôle, c'est d'être aussi un signal d'alerte, d'être libre, de dire des choses, y compris en politique, ou à la société, à nous-mêmes, des choses qui ne plaisent pas fortement. Ce mois de septembre était un mois de septembre magnifique. Les gens avaient envie de vivre, le politique avait envie que la France reparte, et nous étions là, et j'étais là pour le porter, de dire attention. Nos prévisions montrent que ça va être très difficile à partir d'octobre. Je vois que nous avions raison. On avait d'ailleurs donné ce signal d'alerte dès le mois de juillet, en disant il y aura une reprise de la circulation du virus à l'automne de façon importante, et le problème ça sera les 20 grandes métropoles françaises. C'est bien ce qui est en train de se jouer. Un virus de ville. C'est un virus de ville. C'est un virus de ville. C'est un virus de ville. Jean-François Delfraissy, est-il vrai? Donc vous aviez prévenu le président de la République et le Premier ministre début septembre. Oui, notre rôle est de leur donner des informations. Oui, Voilà. que la situation sanitaire allait se dégrader au rythme que nous connaissons aujourd'hui, Jean-François Delfraissy, mais le gouvernement n'a-t-il pas trop tardé avant de prendre des mesures plus restrictives ? Écoutez, moi, j'ai pas à faire de commentaires sur ce que fait le gouvernement. Non, mais il y a eu un temps, vous l'avez constaté, Jean-François Delfraissy. Le délai, il n'est pas seulement pour le gouvernement, il est pour l'ensemble, il est pour tout le monde. Ce qu'on a souhaité au niveau du Conseil scientifique début septembre, c'était réveiller tout le monde. En leur disant attention, on a un retour après les vacances où il y a eu beaucoup, je dirais, d'interpénétration entre les populations, le retour des universités. Et il y avait un certain nombre de signaux d'alerte. Nous étions là pour les donner, nous l'avons donné, c'est tout. Mais entendez-vous toutes celles et ceux qui se disent finalement Jean-François Delfraissy, c'est un père fouettard, ce conseil scientifique est sans arrêt en train de vouloir restreindre nos libertés individuelles. Est-ce que vous entendez celles et ceux qui disent cela? Mais bien sûr que j'entends, bien sûr, je suis pas sourd. Hein. Oui. Je suis quelqu'un même qui est considéré comme quelqu'un d'assez ouvert en général. Oui. Bon, je l'entends, mais la vraie discussion, c'est que il faut que nous comprenions tous que nous sommes partis avec une vision de moyen et de long terme avec ce virus. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement septembre 2020 qui est en jeu, c'est l'ensemble de l'hiver 2020, c'est le printemps 2021. Ça va durer? Ça va durer. Ça va durer. Et ça va durer l'hiver, ça va durer tout le printemps. Ça va durer le printemps. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et je crois que d'abord qu'il faut Donc le virus, à la fin du printemps, l'été prochain sera encore là. Le virus va être encore là pendant circuler. un certain temps. Et puis il va finir par s'atténuer pour des raisons sur lesquelles je vais revenir. Oui. Mais on prend acte aujourd'hui, ce matin, qu'il faut que l'ensemble de notre population comprenne qu'on est rentré dans quelque chose de moyen, long terme. Là aussi, je sais que je ne vais pas faire plaisir en disant ça, mais c'est mon rôle de l'annoncer, entre guillemets. Oui. Et donc, il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus dans une vision de moyen, long terme. Ça veut dire quoi? Jusqu'à l'été prochain. Jusqu'à l'été prochain. Alors, pourquoi l'été prochain? C'est parce que
d'une part, ce virus finira par s'atténuer au bout d'un certain temps, spontanément, d'une part. Deuxièmement, on aura probablement, et il y a des raisons d'espérer, on aura probablement des premiers candidats vaccins qui auront une certaine forme d'efficacité. Et enfin, la médecine de l'innovation, de la thérapeutique, qui n'a pas été au rendez-vous jusqu'à maintenant. On n'a pas de médicaments encore, et y compris à visée préventive. Je pense qu'on aura des premiers éléments au printemps 2021. C'est-à-dire des premiers médicaments préventifs. Des premiers médicaments préventifs. Donc on a des raisons. Médicaments préventifs, c'est-à-dire que si on prend ces médicaments, on ne sera pas touché ou très peu par le virus. L'idée serait que, d'abord, un vaccin qui un vaccin, qui c'est un vaccin, oui. Bon, mais... Et puis deuxièmement, des médicaments qui donnaient, par exemple, à la population qui est l'enjeu, c'est-à-dire la population la plus âgée, plus de 65 ans, avec des facteurs de risque, 85% des décès surviennent dans cette population. Si vous trouvez un médicament, un spray nasal par exemple, ou un comprimé par jour d'un médicament qui permet de prévenir, vous voyez bien qu'on change la donne sur ce qui pourrait se passer. Nous ne l'avons pas, je m'empresse de dire que nous ne l'avons pas. Mais l'ensemble des industriels sont en train de travailler sur une stratégie de ce type. Donc ça veut dire que nous avons 6 mois devant nous, très difficile à passer, mais avec lequel on peut vivre. Je suis optimiste à partir du moment où on donne aux Français une vision de long terme. Ils sont parfaitement capables de le comprendre. Et qu'il n'ait pas l'impression qu'on est en train de jouer uniquement tous les 15 jours en prenant tel ou tel type de décision. Non, c'est une vision de moyen long terme. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va surveiller, on a tous les indices de surveillance, on a un ministre de la Santé qui est extrêmement actif et que je salue pour les mesures qu'il est en train de prendre en ce moment. Et les ensuite, mesures de restriction aussi. De restriction elles sont indispensables. C'est regagner. Non, pas du tout. C'est regagner la confiance. C'est regagner la confiance. Mais les mesures de... Bon, on va en rester là. Bon, en gros, c'est bien ce que je pensais. Ils ont coupé l'intervention, c'est-à-dire que ils ont passé des explications sur un virus. À tout moment, on a une mutation qui atténue, et de deux, la médecine progresse et va permettre au fur et à mesure de vivre avec. Mais bon, il faut faire du chiffre. Ça ne correspond à rien de connu. C'est une affirmation qui n'a absolument rien de scientifique. Toutes les épidémies qu'on connaît ont cette fameuse courbe en cloche, ça monte très vite, ça culmine, ça redescend et ça s'éteint. Ouais, mais ça s'éteint pas forcément au bout de 6 mois. Et non, il y a des épidémies qui sont cycliques. La grippe, par exemple, c'est cyclique. La peste, ça a été cyclique au Moyen-Âge. La variole, ça a été cyclique pendant longtemps, avec des cycles totalement irréguliers, mais on observe que on a plusieurs vagues. Le Covid est cyclique, on a plusieurs vagues de Covid. La grippe espagnole, il y a eu plusieurs vagues, en réalité. Même si ça s'est étalé sur 3 ans. Mais bon, notre Jean-Michel, expert en tout, là... expert en bac-12 de la faculté de Twitter... médecine, option désinformation et raquage de merde. Ici, on a commencé à nous parler de l'hypothèse d'une deuxième vague. Ça serait un scoop, ça serait une nouveauté absolue en termes d'épidémie mondiale. Alors, grippe espagnole... Wikipédia... Les premiers cas, septembre 2018, octobre 2018, l'épidémie devient pandémie, différentes mutations, origine du virus, impact, traitement, mortalité, geste barrière, bilan humain, répercussions, putain, nombre de vagues grippe espagnole. Ah putain! Ah merde! Ah merde, c'est une pandémie en 3 vagues! Ah merde, quel scoop! Notre Jean-Michel, expert en tout, ferait juste du taillage de pipe des complotistes! Ah merde! Il serait juste en train de tailler des pipes aux complotistes en sens ah merde! Ah merde! Ah merde! Ah c'est... Ah là là! Oh le scoop! Ah merde! Ah putain!
Ah putain, c'est con. Ah merde. Ah merde, c'est déjà arrivé qu'il y ait une épidémie en plusieurs vagues, une pandémie en plusieurs vagues. Ah putain, merde. Ah là là. Oh le scoop. Oh le scoop de fou, c'est pas comme si on savait depuis un siècle. Alors, sauf à ce qu'il soit extrêmement clairvoyant par rapport à un phénomène totalement extraordinaire qui contredirait par hypothèse toute l'épidémiologie infectieuse. Faut peut-être que je vous ressorte à les recherches que je viens de faire pour vous montrer que c'est déjà arrivé. Hein. Non, les épidémies par vague. La grippe en soi, c'est une vague par an. Hein. Hein, mais bon. C'est effectivement très difficile de comprendre de quel point de vue il parle ou quelle réalité il décrit, hors, bien sûr, d'autres intentions qu'il pourrait éventuellement avoir. Et vas-y que je te fais une supposition d'un prétendu complot. Hop là, je tends une perche à tous les gens qui vont... qui sont dans les délires complotistes. Hop là! Examinons donc les chiffres. Au hit parade des épidémies les plus dangereuses depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors... Ah putain, il nous parle des épidémies les plus dangereuses. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 causes de décès. Alors, maladie cardiovasculaire, cancer, faim, pollution d'air et coronavirus. Alors, maladie cardiovasculaire, ah ben merde, c'est pas transmissible. C'est lié au mode de vie. Et c'est pas lié à un virus ou à une bactérie en général. Le cancer, alors effectivement, l'hépatite B notamment, et le papillomavirus peuvent être des épidémies, mais c'est pas les seuls cancers qui existent. Je veux dire, les cancers du foie et du col de l'utérus, on sait les soigner, contrairement à d'autres. La faim, c'est pas une épidémie. La pollution de l'air, ce n'est pas une épidémie. Ce sont des problèmes, d'autres problèmes. Donc c'est pas comparable. Ah là, on est clairement sur un homme de paille de merde. La Covid-19 arrive loin derrière la variole, la rougeole, le VIH ou la grippe espagnole. Ah putain, c'est bien ça d'illustrer les chiffres, d'illustrer avec... Il n'y a ni la variole, ni la rougeole, ni le VIH, ni la grippe espagnole sur le graphique. Hein. Et la grippe espagnole, comment dire, faudra faire un épisode sur la grippe espagnole, mais ça s'est étalé sur 3 ans. Bon, remarque, là on va arriver sur 3 ans de Covid, donc on peut plus vraiment dire ça maintenant. La rougeole, ça s'est étalé sur des années. Le VIH... Hein, ça fait depuis les années 80 qu'on connaît le VIH, si je dis pas de bêtises. La variole, ça s'est étalé sur très longtemps aussi. Hein, donc c'est bien de sortir des stats non comparables. La dernière à avoir fait paniquer nos élites remonte à 2009 avec le H1N1. Les sénateurs ont mené l'enquête sur la façon dont cette épidémie avait été gérée à l'époque. Ce qui a abouti à un rapport de 163 pages. Alors, ce qui serait intéressant de préciser, c'est que la grippe H1N1, c'est une source, c'est une souche. Alors, attends, hop là. Ah putain, ils ont mis une source pour leurs chiffres. Alors, population actuelle. Naissance, décès, de croissance. Alors, ça serait bien qu'on ait des chiffres de décès précis. Alors, dans les comparatifs des morts par épidémie, le graphique c'est comparatif des morts dans le monde chaque année. C'est pas la même chose, mais bon. Et apparemment, rien n'a changé. Dans leur rapport, les sénateurs montrent quasiment les mêmes mauvais chiffres de la peur brandis par l'OMS et relayés par tous les gouvernements du monde. Alors, en revanche, c'est plus difficile.
Si les communiqués officiels de l'OMS sur la grippe A, celle-ci revient constamment, ont évité les références, celle-ci revient constamment dans la communication de l'OMS. Alors, grippe espagnole, Wikipédia, c'est une grippe A, déjà. Hein, alors, vous remarquerez que l'agent infectieux de la grippe espagnole... Putain, c'est con, hein, mais il a un nom qui ressemble vachement à la grippe qu'on a trouvée en 2009. Hein. Ça ressemble vachement quand même. Hein. Je sais pas, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être une raison. On y parle de dramatisation, page 53. Une nouvelle pandémie est peut-être imminente. Tous les pays seront touchés. La maladie sera généralisée. Les fournitures médicales seront insuffisantes. Et le lien entre la peur de la population et les vaccins est aussi abordé. Mais la peur, une fois partagée, nécessite quelques petits arrangements avec la réalité. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord pour les masques dits chirurgicaux. Alors, pour la petite histoire, là, vous voyez, il faut bien un fond de vérité à un moment dans toute la merde qui sorte parce que sinon personne n'y croirait. En fait, il faut savoir une chose, c'est que pendant la pandémie au moment du risque pandémique H1N1, le gouvernement, notamment le ministère de la Santé, sous l'égide de Bachelot d'ailleurs il me semble, a constitué des stocks de masques, des stocks stratégiques pour des situations d'urgence. Hein, genre on sait jamais une grosse épidémie qui nous tombe sur la gueule. Hein, c'est quelque chose qui peut arriver. Alors les masques chirurgicaux on est en stock donc, normalement pour les blocs opératoires, mais je veux dire on n'en a pas des quantités illimitées. Et les FFP2 pas ouf les stocks. Donc là il s'agissait de constituer une réserve stratégique qui permette de pallier à l'apparition d'une épidémie. Et en fait ce qui s'est passé c'est que ça coûte très cher à maintenir un stock de masques. Parce que des masques ça se périme. Alors je sais pas au bout de combien de temps ça se périme, j'ai pas de boîte de masques à portée de main là. J'ai des FFP2 mais ils sont pas dans la boîte. Bon, en gros, faut dire qu'au bout d'un certain temps c'est périmé, il faut renouveler le stock. Et puis surtout, il faut des locaux pour faire les stocks. Ça coûte cher. Et en fait, face à l'absence de grosses épidémies nécessitant distribution de masques, petit à petit, en fait, on réduit les stocks. Tout comme les hôpitaux, quand on n'a pas besoin des lits, c'est-à-dire en situation d'épidémie, on réduit le nombre de lits, parce que sinon le gouffre de la sécu, bonjour. Et donc en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est ça qui s'est passé, et en fait le gouvernement au début de la pandémie, justement en ne conseillant pas le masque, attendez, hop là, le stream reprend dans pas longtemps. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique, j'ai été obligé d'interrompre le stream un peu. C'est pas grave, on reprendra le debug la prochaine fois. Donc on en était au gouvernement, voilà, donc qui en fait, n'ayant plus de stock de masques, la stratégie ça a été non pas de... comment dire, en fait la stratégie c'était d'essayer de rassurer la population au début, pour éviter de faire paniquer les gens avec l'absence de masques, parce que les gens se sont rués sur les masques en fait, clairement. Mais bon, la façon dont ça a été fait, on a clairement vu que c'est pas la bonne chose parce que ça a mis de la confusion et c'est tout le problème. Voilà, je suis désolé, on va arrêter le stream ici. Putain, on n'a pas avancé, on a 38 minutes. On reprendra la prochaine fois. Demain, après-demain, je sais pas quand exactement, j'ai eu beaucoup de contretemps ces derniers temps. Voilà. La rediff sera dispo sur YouTube, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch pour ne pas rater les prochaines diffusions. Et moi sur ce je vous dis à bientôt et on va lancer un raid. On va raid du Gaudisoir, lancer le raid. Et on va arrêter le streaming. Ciao.